Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous retrouver pour une très très belle exclusivité en partenariat avec votre magazine préféré, Live Poker, voilà. On se retrouve les amis, il y a 24 heures, vous ne le connaissiez peut-être pas, mais aujourd'hui, vous ne voyez que lui. Enfant prodige, protégé de Monsieur Romain Nussmann chez sa team Nutser. Il nous l'a annoncé depuis 2 ans, il nous a dit « J'ai trouvé un petit gars pas mal, un petit gars qui peut aller loin. » Et là où des gens mettent parfois 30 ans, parfois 40 ans, parfois jamais, lui, il a mis moins de 3 tournois pour être champion du monde WSOP. En exclusivité, les amis, aujourd'hui, je reçois Monsieur Olux. Salut Loïc, salut à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Hein. C'est assez énorme de faire ma première émission, ma première interview, sûrement la première d'une longue série après ce titre. Et là, ça fait même pas 20 heures que j'ai eu le titre et déjà la première avec toi. Donc, ça me fait plaisir. Merci à toi. Direct dans le carré. En même temps, t'as pas fait semblant. Hein. Toi, pour être dans le carré, t'es allé plus vite que tout le monde. T'as pris un titre. Alors, mon ami, on va commencer par une question très simple. T'as eu le temps de dormir un petit peu. Et puis, tu t'es réveillé ce matin. Alors, quand on se réveille dans la peau d'un champion du monde de poker à seulement 23 ans, on se dit quoi? C'est quoi qui te traverse dans la tête? C'était bien parce que juste avant de me coucher hier soir, j'avais mis le bracelet sur la table de nuit en me disant que j'allais me réveiller et regarder le bracelet, que ça allait être un pur kiff et ça a été le cas. J'ai même fait direct une story du coup avec ça. C'était assez ouf. J'avais du mal à réaliser hier. Je pense que j'ai encore du mal à réaliser un peu aujourd'hui. Hein. Je me rends pas compte de tout ce qui va s'enchaîner grâce à ça, quoi. Mais voilà, c'est assez ouf. Je vis un petit peu mon rêve. Ouais, est-ce que t'as senti un peu, un soulagement? Te dire, ah putain, c'est fait. Pas vraiment, en fait, parce que en fait, ça faisait partie de mes objectifs long terme, ça, d'avoir un bracelet, mais je le voyais pas arriver si tôt. En fait, j'étais pas forcément préparé à ça si tôt et tout s'est passé hyper vite en 3 jours de tournoi. J'ai joué une trentaine d'heures en 3 jours et ça s'est passé tout seul, quoi. C'est arrivé un peu comme ça m'est tombé dessus par hasard. En fait, c'était pas si difficile de gagner un bracelet. On s'en fait une montagne, mais en 3 tournois. Alors, t'as gagné 1500$, pas un petit, t'as pris 450 000$, t'as gagné devant Monsieur Jokada, que t'as martyrisé. On y reviendra. T'as gagné en 6 max, qui est, selon à l'accord de tous les joueurs de poker, le format le plus difficile, entre guillemets. Celui où il faut être le meilleur en 6 max. Alors, on va reprendre vite fait ce tournoi. Tu termines bien le Day 1. T'arrives avec une belle jetonnerie au D2. Le Day 2 se passe bien. Il y a un premier coup qui me semble clé. Alors, il y en a sûrement eu d'autres avant, mais le premier coup qui me semble clé, c'est cet énorme bluff que tu vas coller à Monsieur Jokada à 11 left, je dirais, 12 left. Ouais, c'est ça, c'est 11 left. Ouais. Ce premier coup, très vite fait, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il est essentiel? En fait, c'est même à 9 left celui-là. Parce que juste avant, je fais un petit strike, il y a 2 shorts qui shove une dizaine de blindes et je retourne à ce roi et je bust les 2. Et du coup, ça vient juste après ce coup. Donc ouais, c'est un peu le coup charnier du tournoi parce qu'à ce moment-là, on doit avoir à peu près 9 millions de jetons chacun. Et donc, je crois qu'on est tous les deux deuxièmes et il y a quelqu'un sur la table qui a 10 millions de jetons. Et on fait ce pot qui est énorme. Et en fait, quand on rentre dans ce pot-là, c'est un petit peu celui qui gagne ce pot-là prend le chip lead, prend un net chip lead et du coup, forcément, il va rentrer en TF avec une bonne option assez souvent, quoi. Donc, c'était vraiment le coup charnier de mon tournoi. Celui à partir duquel, juste après, tout s'est déroulé comme prévu, quoi. Et c'est marrant parce que c'était un petit peu la stratégie que je m'étais donnée. J'avais réfléchi à la strat, aux situations que je voulais voir arriver un petit peu plus souvent que les autres quand j'ai commencé ce tournoi. Je suis arrivé 6 sur 16. Donc, c'était pas mal parce que la moyenne, c'était 3,8 millions jetons. J'avais 3,7 millions même, j'avais 4,8 millions moi.
Et il y avait juste le chip leader qui avait un peu plus de 8 millions, mais sinon le deuxième avait 5 millions, 5 millions 8, donc j'étais pas loin du deuxième. Donc on était plus que 3 tables du coup à 16 left et j'avais vraiment pas la table la plus compliquée pour commencer. Jokada est arrivé qu'en demi quoi, je l'avais pas encore. Donc c'était vraiment mon objectif de mettre le max pression sur cette table-là, essayer d'engranger les jetons et d'arriver en demi-finale avec un gros stack pour pouvoir mettre la pression pendant la demi-finale et arriver en TF avec un gros stack. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est assez incroyable. Et c'est vraiment le coup que tu disais avec Jokada, c'est celui-là qui m'a permis d'arriver en TF avec un énorme stack. Il y a une appréhension de jouer un mec comme ça, un mec champion du monde qui a gagné le main, ou pour toi ça change rien? C'est pas que ça change rien, mais moi je trouve ça motivant en fait. Je sais qu'il est meilleur que moi, mais d'un autre côté, moi j'ai des infos sur lui quoi. Je connais son niveau de jeu, je sais qu'il est très compétent. Moi, s'il m'a Sharscope, s'il m'a Hidden Mob, il a regardé que j'avais 4 millions de gains, 4 000 gains, je veux dire. Donc lui a moins d'infos sur moi, donc ça peut être un truc que je peux tirer. Et vu que c'est un jeu à information incomplète, toutes les petites variables en plus qu'on peut prendre en compte, ça peut être un petit avantage. Donc évidemment, même s'il est hyper fort, moi, ça me booste de jouer contre des gens qui sont meilleurs que moi et d'essayer de les own. On arrive à la table finale donc. Il y a un deuxième coup clé rapidement, mais qui est essentiel parce qu'au poker, des fois, il faut savoir en passer des 30%. C'est que tu arrives à éliminer donc Jokada As-Roi contre les rois. Il faut bien les passer un peu, ceux-là. J'ai envie de te dire, à partir du moment où il est éliminé, on a quand même cette impression très nette que tu marches un peu sur la table après. Ouais, déjà, ce coup, c'était assez incroyable parce que je l'avais 3-bet 2-3 fois en comptant la demi-finale et la finale en étant light, et il avait tout le temps passé. Et là, je me retrouve au bouton avec As-Roi, je me dis, mais quel spot incroyable, quoi. Il va jamais me croire, il y a moyen qu'il se level à shove un peu plus que ce qu'il devrait à ce moment. Et du coup, quand j'entends all-in, je suis hyper refait jusqu'au moment où je vois 2 rois chez lui. Je me dis, ah mince, ça va être dur. J'étais en train de réfléchir à combien de jetons il allait me rester après, dans quelle situation j'allais me retrouver. Puis il y a le croupier, je le vois ouvrir les 3 cartes et là, sans door card, je me suis dit, oula, bon, c'est peut-être aujourd'hui qu'on va chater. Il y a un cas. Donc, ouais. Ouais, et du coup, après, évidemment, le joueur le plus compétent de la table avait bust, et j'avais une situation quand même assez insane, vu que j'avais 3 fois plus de jetons que le deuxième. Et le deuxième mancheton était probablement le moins compétent de la table aussi. Donc, tu commences à t'y voir un peu ou pas à ce moment-là? Il y a un moment où je commençais vraiment à me projeter et à m'y voir peut-être un peu trop, où à un moment je me suis dit, bon, pas de projection. Enfin, j'ai souvent un délire comme ça. Je me rappelle quand on allait jouer des petits tournois avec un pote, on n'arrêtait pas de se dire, surtout pas de projection. Tu sais, quand on montait 3 starting et qu'on se voyait déjà au day 2, ce genre de truc quand tu commences les NTT. Et ouais, en fait, au dinner break, je regarde le chip compte, j'ai 34 millions, moi. On est encore 5 joueurs et les 4 autres, ils ont entre 6,5 millions et 7,5 millions, quoi. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est assez incroyable cette situation que j'ai. Je commence vraiment à me projeter, vers la win. Pendant ce dinner break, alors, je fais partie de la team Nutser, donc il y a Romain, il y a les autres joueurs, il y a le coach mental qui est avec vous aussi, Franck. Ouais. Tu fais quoi pendant ce dinner break? C'est quoi ta routine à ce moment-là? J'ai mangé un petit peu, mais pas trop, justement, parce que en plus, j'avais prévu d'être actif à table, donc j'allais pas me mettre un gros parpaing dans le bide et arriver en train de dormir à la table. Mais d'ailleurs, on avait mal timé le dinner break pour la petite histoire. Je suis arrivé 1 minute en retard pour le coup, et j'ai loupé. J'étais en grosse blinde, j'ai loupé ma big blind. Je me suis fait voler ma big blind, mais j'ai vite fait de lui rattraper juste derrière. Ouais, puis ça fait le gars serein. C'est le gars qui arrive après tout le monde. C'est ça. Sinon, j'ai passé pas mal de mes breaks à discuter. Évidemment, à chaque break, je tapais dans la main à tout le monde. Tout le monde me disait, allez, go, c'est maintenant. Enfin, pas mal d'encouragement de toute la team, évidemment, vu qu'il y avait tout le monde qui était là pour me rile. Et sinon, j'ai passé pas mal de breaks à parler avec Boris, qui était vachement investi, autant dans les chansons, comme on a peut-être pu l'entendre, que... Monsieur le Bordelais. Ouais, il me posait plein de questions. Il voulait vraiment que je sois à 100%, que je me décharge de tout ce que je pouvais me décharger sur eux, quoi, et que je sois à 100% pour performer
dans mon tournoi, quoi. Et pas mal de temps aussi avec Franck. Donc, il y avait pas mal Boris et Franck, notre coach mental, du coup, avec qui je passais du temps en pause. Dans cette victoire, le fait que tu sois avec une équipe, le fait que tu sois entouré, ça a quel degré d'importance cet entourage dans ta victoire? C'est indispensable, tu serais jamais arrivé sans ça? C'est comment toi tu le vois ça? Ah, compliqué. Compliqué comme question. Moi, je le vois déjà comme niveau côté festif, ça n'a rien à voir que de gagner son petit tournoi tout seul Ça dans c'est son côté. qu'avec ce rail d'anthologie. Voilà, qu'avec Serail qui à chaque fois que je joue un coup crie comme pas possible, lance des chants, l'ambiance c'était incroyable et ouais, voilà, c'est aussi ça qui m'a un petit peu fait réaliser juste après que je gagne le coup, voilà, je saute dans les bras de tout le monde, on a chanté, enfin c'était vraiment incroyable et au final c'est exactement pour ça c'est pour ça qu'est fait le projet Nutser auquel on a adhéré, quoi. Et c'est incroyable que ça se passe comme ça, ce début de Vegas pour ce deuxième Vegas, après un premier Vegas qui avait été un peu moins beau justement l'année dernière. Donc là, c'est magnifique. Ton sentiment quant à la rivière, c'est un 9 de carreau tout pourri, je crois. Ouais, 10 de, Ou 10, ouais, 10 de enfin, trèfle. rien à foutre. Ouais. C'est fini. Ton tout premier sentiment, c'est quoi? Beaucoup de fierté, quoi. Hyper joyeux, hyper content. Je sens les émotions qui se libèrent, quoi. La joie monter en moi. Et je serre la main de mon adversaire, évidemment, en premier et qui me félicite. Et après, j'avais juste envie de sauter dans les bras de la team et fêter ça avec eux. À toute particularité, il y en avait une dernière, c'est que là-bas, j'ai envoyé le meilleur de moi-même et de Sophie, c'est-à-dire Sabrina, pour finir le Ouais, documentaire. Et que donc tu es entièrement filmé. Tu es en filmé pendant les posts, tu es filmé pendant que tu joues, tu es filmé avant, tu seras encore filmé après, toi et le reste de l'équipe. ouais. Est-ce que ça rajoute une petite pression supplémentaire de se dire ça va être gravé dans un documentaire. Des documentaires, il n'y en a plus dans le poker, il n'y a plus que moi qui en fais. Donc ça va être gravé, tout le monde va te voir dans quelques mois. Ou est-ce qu'il y a un Ouais. côté supplémentaire de se dire, c'est nickel, c'est parfait. Je suis en train d'y prendre toute ma vie et en plus c'est filmé. Ouais, c'est plutôt ce côté-là. C'est le truc incroyable, quoi. Il y a Sab. En plus, Sab, elle était pas très très bien ces derniers jours. Elle était pas en forme, elle était un peu malade et elle est quand même venue. Elle a fait l'effort de venir au Day 2 faire ça. Et du coup, on a un petit peu l'évolution de mon tournoi de mes jetons. On me voit, elle me filme dès que j'entris le tournoi au Day 1. Elle m'a refilmé un petit moment dans le Day 1 pendant que j'étais en train de deep run. En fin de Day 2, elle était aussi là. Enfin, c'était ouf. Et tout le Day 3, évidemment, et il est dans la cam, toutes les interviews, tout ça. Donc, ouais, c'était magnifique. Elle a fait un sacré taf, encore une fois, Sabrina. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu là le présent, on va revenir sur le passé, on va revenir même avant Nutser. Alors pour les gens, c'est quoi le Holux avant Nutser? Alors, moi, pour décrire un peu mon parcours en gros, avant le poker, on peut dire comme ça, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac S, après j'ai fait des études de maths, quoi. J'ai fait maths sup, maths spé. Après, j'ai Pas mal. fait une année d'L2. Ouais, pas mal, mais en vrai, c'est pas mal, mais c'était pas si bien que ça parce que, en gros, moi, je sors du lycée, je suis compétent, on va dire, dans les matières scientifiques. Du coup, je m'oriente vers une prépa parce que j'ai aucune idée de ce que je veux faire. D'ailleurs, je trouve ça très compliqué avant 18 ans de savoir ce qu'on veut faire exactement. Du coup, je m'oriente là-dessus en me disant que c'est un truc qui va m'ouvrir pas mal de portes, mais en fait, j'avais aucun objectif. Je pense que ça, c'est un défaut de l'éducation. Après, Oh, il y en je a pense que plein tu de en as assez parlé avec Romain, mais il y en a plein de défauts dans l'éducation nationale. j'ai j'ai Ça fait partie avancé de nos grands liens longtemps, d'amitié avec Romain, ça. C'est qu'on pense tous les deux que l'éducation nationale française est une catastrophe. ouais, parce que j'ai avancé longtemps sans objectif, quoi, dans mes études, sans savoir ce que je voulais faire. Et quand j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire, j'avais deux hobbies en fait pendant que je jouais, pendant que j'étudiais les maths. Quand j'étais encore en prépa, j'avais le hand où je m'entraînais aussi quasiment tous les jours. Ça a fait partie de mon enfance, le handball où je jouais. Je me suis entraîné 5 fois par semaine pendant beaucoup d'années, quoi, pendant 6 7 années. Et il y avait le poker aussi qui était la petite passion naissante et qui commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Et à un moment, je me suis dit, bon, je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas trop où je vais, donc je vais essayer de trouver un métier dans lequel j'aurai pas mal de temps pour moi
pour sécuriser un niveau d'études et après avoir du temps pour moi, pour mes hobbies, en fait. Et c'est comme ça que je me suis un peu orienté vers le métier de prof. C'est peut-être pas bien vendu le métier de prof mais, en disant ça, mais du coup, je me disais, C'était ton j'aurais les grandes impression. vacances. Voilà. Mes impressions, c'était, j'aurais mes grandes vacances. Je pourrais partir à Vegas pendant les 2 mois de vacances. Ce genre de trucs, quoi. C'est bien J'avais calculé, déjà, c'est malin. j'avais déjà un petit peu ça en tête. Et Et à quel moment alors tu bascules, tu te dis ok, je veux être joueur pro, je veux faire que ça. ouais, et ben du coup, c'était pendant ma L3, j'ai fait une L3 match du coup dans l'optique de passer la grecque parce que du coup pour être mieux payé et faire moins d'heures C'est et bien avoir joué, encore c'est plus de bien temps. vu. C'est Jusque-là, bien le joué. projet était bon. Hein. Et en fait, ça, c'était ma première année où je suis parti du foyer, quoi. Et on est allé en coloc avec mon frère à Grenoble. Et j'étais à un quart d'heure d'un casino. Et du coup, ça a commencé à prendre un petit peu le pas entre les sessions le soir sur mon setup ou les sessions casino en cash game live. Donc ça, je pense que j'y allais 2, 3 fois par semaine. Donc ça a commencé à prendre pas mal d'ampleur et en plus, si on fait pas de travail à côté en L3 parcours maths pour passer la grègue, bah on coule. Il n'y a pas de, il y a pas de secret, on coule. Et du coup, en gros, moi, au bout de 3 mois de la L3, je savais que j'allais arrêter l'année prochaine et que j'allais sûrement me faire une année dédiée au poker. Mais je savais pas vraiment encore comment est-ce que j'allais essayer de voler de mes propres ailes, comme font pas mal de joueurs, partir, je sais pas, à Maroc ou Malte ou en Angleterre, quoi, essayer de vivre de mes propres ailes, ou alors rejoindre le projet Notser, parce qu'en fait, j'avais un pote, Clément Haro, je sais pas si ça te dit quelque chose, c'est Jika, Ça me Jika, parle. ça doit te parler Ça me peut-être un parle, peu, ça me parle. qui justement avait contacté Romain et était arrivé au centre pile 1 an avant moi, lui. Ouais. Et du coup, il m'avait pas mal vanté le truc du projet. Donc, ça m'avait pas mal intéressé. J'ai mis du temps quand même à réfléchir. J'ai tant que, j'ai tant que longtemps avant de prendre ma décision. Parce que Et c'était quoi? Parce que c'était loin? Parce que c'était un projet de vie complètement différent? ouais, c'était une aventure. Au début, ça faisait peut-être un peu peur, quoi. J'étais pas aussi complètement sûr de ma capacité à réussir au poker. Tu vois, j'avais quelques résultats en tant qu'amateur, mais je faisais pas encore ça en tant que pro. Et justement, en fait, quand est arrivé le premier confinement en 2020, du coup, c'était Ouais. début mars 2020, je me suis dit, OK, bon, mes études, de toute façon, ça fait déjà 3 mois que je les ai délaissées, donc je vais les mettre de côté. Et pendant ces 2 mois de confinement, je fais 100% poker où j'ai joué tous les jours. Enfin, j'ai pris 2 off en 2 mois et sinon j'ai joué tous les jours, tous les jours. Je me suis dit, je vais essayer d'envoyer du volume et voir ce que je vaux. Est-ce que je vais pouvoir en faire un métier l'année prochaine ou pas? Et ça s'est concrétisé dans la dernière semaine du confinement. Je chatte un satellite à 50 euros pour gagner un ticket à 500 et derrière je gagne le 500. C'était sur PMU pour 22 000. Donc voilà, c'était magnifique. C'est un bon début? Ouais, c'était un bon début et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, c'est certain que je vais m'y mettre. Et du coup, il y avait Clément qui m'avait push un peu pour venir à Genotser. Il y a aussi Loïc Vaux qui connaissait Romain, qui avait donné mon adresse à Romain et qui lui avait parlé de moi. Et donc, il y a Romain qui m'a appelé pour me présenter le projet Notser pendant l'été 2020. Et en Donc la novembre grosse 2020, discussion j'étais... avec Romain, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça fait. Ouais, Quand tu discutes avec Romain, c'est quoi tes impressions? C'est quoi qui te donne envie de le rejoindre? La différence entre lui et d'autres discours que tu peux entendre? moi, ce qui m'a séduit déjà, c'est que au poker, en gros, arrivé ici, je m'étais jamais fait coacher. J'ai quasiment pas regardé de masterclass, quoi. J'ai juste échangé un petit peu avec 2, 3 potes, quoi. Mais j'ai très, très peu bossé le jeu. Et j'ai commencé un petit peu tout seul dans mon coin, quoi. J'avais des potes qui, de temps en temps, on se faisait un petit poker pendant une soirée, mais personne de vraiment compétente dans mon entourage, en fait. Et du coup, rien que le fait de rejoindre 10 personnes compétentes et de rejoindre un entourage aussi bien, ça m'a parlé direct. T'arrives au Cambodge, t'arrives chez Natser. Ouais, novembre 2020. Donc on va l'année, enfin à partir de là, ça se passe. On arrive à cette WSOP là. Ce qui va se passer, tu me dis si je me trompe, c'est que donc tu feras pas partie de la première session parce que tu étais encore trop jeune Ouais, clairement. pour aller jouer. Cette année, Romain change d'équipe et décide que tu vas l'intégrer. Je l'ai d'ailleurs sans image, je crois, quand il t'annonce qu'il t'intègre
dans la team. Il me semble qu'on l'a fini. Ouais, Ça. c'est possible. Ouais, il me semble que j'ai des rushs de ça. Donc, tu intègres la Team Live qui va y jouer pour 300 000 euros, etc. Plusieurs tournois, dont Vegas. Est-ce que déjà tu t'attendais à intégrer aussi vite cette équipe-là en live? Euh, En fait, oui et non. En gros, avant de partir en novembre du coup 2020, il y a un truc que je m'étais dit. Il y a mon frère, quand je pars de la maison, qui me dit allez, hein, quand tu reviens, t'es Team Pro Live, quoi. Et il me dit ça, moi je rigole, tu vois, en mode, tu sais, ça faisait pas partie de mes objectifs, quoi. Et 1 an et demi après, je fais partie de la Team Pro Live et en tout cas, quand je suis parti de France, jamais j'aurais pensé aller à Vegas avant de revenir en France, quoi. J'aurais jamais pensé à ça. Donc, d'un côté, non, mais d'un autre côté, en août 2021, c'était l'objectif qu'on m'avait fixé avec Romain de travailler, de me mettre un peu dans le dur pendant 6-8 mois, quoi, et de tout faire pour essayer de rejoindre ce team pro. Et ça s'est vachement bien passé online, ça snowball, et donc ça m'a permis de rejoindre la team pro. À quel point notre sert les méthodes de travail, les gens qui t'entourent, Romain évidemment aussi, à quel point ça t'a transformé? Ouais, c'est intéressant ça. Je pose des bonnes questions. Ouais, ouais. C'est mon boulot. Et moi, il y a un point aussi que j'ai envie de mettre en avant. Bah, du coup, c'est en lien avec l'entourage, encore une fois. Mais comme je t'ai dit, quand je rejoins le Cambodge, j'ai encore mon pote JK qui est là-bas. Mhm. Et moi, je l'ai un peu vu comme il me prend sous son aile, quoi. Et il y a beaucoup d'entraide ici. Et il m'a un petit peu pris sous son aile les trois, 4 premiers mois que j'étais là. Il m'a dit, bon, avec ton niveau de jeu, il y a ces vidéos, t'es pas obligé de les regarder, ça te fera pas trop regarder. Par contre, celles-ci, regarde-les, elles seront mieux. Mentalement, tu peux regarder celles-ci. Enfin, il m'a pas mal orienté. Et c'est aussi ça que je cherchais parce que j'avais très peu de connaissances sur comment bosser mon jeu, comment bosser mon mental. Et du coup, bah, c'est tout ça que m'a apporté Netsia Tu dirais dans que un t'es premier devenu temps. un vrai joueur professionnel une fois que t'étais là-bas? Ouais, enfin le faire d'une manière professionnelle, ouais, à partir du moment où j'arrive au Cambodge. Avant, c'était semi-pro, quoi, on peut dire. C'était pas vraiment mon activité principale. Il y avait les études d'à côté, même si j'y passais beaucoup de temps. Et j'avais beaucoup moins de connaissances sur tout ce qui était autour de la performance au poker, quoi. C'est quoi que t'as appris, le truc le plus important que t'as appris là-bas? Où tu t'es dit, enfin, le truc où tu t'es dit, mais ouais, putain, enfin, c'est évident, mais si on te l'avait pas dit, tu l'aurais pas su, que ce soit en termes, je sais pas moi, de performance, de mental, d'hygiène, de manière, de spirit, un truc comme ça où tu, qui t'a vraiment, tu vois, qui fait cliquer quelque chose. Waouh, c'est hyper dur. Ouais. Le truc. Euh, Ou un des Bah, en trucs, fait, tu vois, un des trucs qui t'a ouais, bah, vraiment... après, on peut dire, ça va faire un petit peu le discours de Romain, mais moi, Ah bah en même temps, c'est l'école à Romain, ça va être compliqué c'est de... un peu normal. Non, mais moi, quand je suis de mon côté, que je joue chez moi tous les jours sans répit et que je vois juste le poker, je me dis juste, faut faire du volume, faut progresser techniquement pour devenir meilleur, quoi. Et en fait, j'avais juste aucune idée que, en fait, fallait bosser son mental pour être un bon joueur de poker et que le mental, le mindset avait un impact aussi gros, quoi, sur les performances des joueurs. On revient au présent, mon ami. Un bracelet de champion du monde. Demain, à l'heure où sera diffusée cette vidéo, une Marseillaise retentira à Las Vegas. Ce Et oui. sera, ce sera aussi en image, ça va être beau, ça. Ça va être beau de faire retentir la Marseillaise chez les Américains. 450 000 dollars, c'est une somme. La somme, d'ailleurs, en elle-même, le chiffre, c'est beaucoup d'argent. Il y a un moment où ça peut rentrer en compte dans ton jeu ou tu as réussi à en faire complètement abstraction? C'était assez bien. On a débriefé ça justement avec les gars. Je sais pas si c'est parce que j'ai été chip leader toute la TF, mais j'avais vraiment pas l'impression que ça m'impactait. Moi, de toute la TF, j'ai quasiment pas regardé les paliers. Ça m'est arrivé une fois de regarder les paliers, et c'était plus pour essayer de comprendre quel ICM il y avait à quel moment, quoi, et pour savoir qui allait le jouer ou pas aussi. Enfin, comment ça allait impacter ceux qui allaient jouer de manière ICM. Et sinon, la somme. En fait, moi, je joue une TF de poker que j'ai envie de gagner, quoi. Enfin, quelle que soit la somme qu'il y avait, ça n'a pas trop impacté mon niveau de jeu, mais c'est bien parce que ça a impacté les décisions des autres, quoi, en tout cas.
Donc, c'est assez incroyable. Mais aussi, je pense qu'en vrai, on réalise pas trop, je réalise pas trop On est forcément dans la somme que l'instant, c'est, on est quoi. dans le tournoi et Ouais, voilà, on je suis visualise dans pas le ça. tournoi et voilà, c'est après que je vois, bon, ouais, 456, 457 000, voilà, c'est un huge score. Je le vois plutôt comme ça, comme un gros score, un gros score à battre. C'est pas le demi-million. La prochaine fois, on essaiera d'aller chercher le demi-million. On n'était pas loin. Ouais. Euh, Il y a un autre chiffre qui compte, c'est que je pense qu'entre hier et aujourd'hui, des messages tu as dû recevoir. Alors on reçoit combien d'appels, de SMS, de MP, de notifications? Ça se compte en combien? Ouais, bah c'est une dinguerie. J'avais jamais vu que ça. J'avais à peu près une centaine de messages et sur Facebook et sur Insta, alors que j'ai pas, enfin, je suis très peu actif sur les réseaux. Jusqu'ici, j'étais très peu actif, quoi. Je me suis créé Insta 2 semaines avant de partir du Cambodge en me disant, bah, en fait, ceux qui sont au Cambodge, ils veulent me suivre. J'ai quelques-uns de mes potes et un peu de ma famille qui veulent me suivre. Du coup, on va créer ça pour pouvoir mettre quelques stories et les faire un petit peu vibrer pendant que je fais des deep runs si j'en fais à Vegas, quoi. Du coup, C'était tu as plutôt pris ça le quelques truc à la abonnements base, mais aujourd'hui. ouais, voilà. J'ai fait x3 pendant le tournoi. Euh, Être champion du monde et être dans une team comme celle de Natser, c'est être visible aussi. Je te Ouais, l'ai dit en off, tu passes d'un personnage privé à un personnage public. Et ça pour le reste de ta vie, mon ami. Parce que des bracelets de champion du monde en France, il y en a que 33. ouais. Euh, Est-ce que cette célébrité, entre guillemets, le mot est un peu fort, mais cette reconnaissance, le fait que tu n'es plus dans le cercle fermé du tout petit, des tout petits joueurs pro, mais du plus grand public, est-ce que c'est, t'es content de vivre ça, t'es content de savoir que tu vas le vivre, ou alors c'était vraiment pas le but recherché et puis c'est comme ça, on fera pas autrement, mais c'était pas grave si tu l'avais pas eu. Euh, Bah, un peu un mix des deux. D'un côté, c'était pas un objectif que je m'étais fixé de devenir, tu sais, une personnalité publique. Après, le mot personnalité publique est quand même un peu fort pour le moment. Ah ben, t'as un bracelet, mon grand, donc ça va être compliqué Ouais, de... Hein, bon, c'est... c'est vrai. Année de mode de Mais 4 000 à 450 000, si tu veux, ça se voit à un moment donné. c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. C'est vrai. Une du CP, une de Ouais, Live Poker, une de Poker News dans le carré demain, RMC Poker Show dimanche. Euh, le programme est chargé. Plus gros documentaire français en septembre. Bon, a priori, on va te connaître, quoi. On est pas mal. On est pas mal. Donc, ouais, voilà, pour moi, c'était pas vraiment un objectif en me disant, faut à tout prix que je devienne populaire parmi les joueurs de poker, quoi. Mais pourquoi pas, en vrai, vivre l'expérience. Je vais voir ce que ça m'apporte, les bons et les mauvais Est-ce que tu points. penses que ça t'oblige un peu à devoir plus communiquer, peut-être faire plus attention à ce que tu dis ou pas du tout tu te stresses pas avec ça, vaille que vaille, on verra bien. Pour l'instant, je me presse pas avec ça. Je vais continuer à faire mes petits trucs, mes petites stories pour faire vibrer les autres quand je dis, enfin, faire vibrer les autres avec moi quand je vais prendre des tournois. Donc voilà, il reste un mois, on va continuer sur la lancée et après je verrai ce que ça engendre vraiment plus tard, je pense. Alors Cortex, ton bro, ton associé dans cette Ouais, team Netzer, nous a fait plaisir à 2 jours, il y a quelques jours, deuxième, pour 66 000 dollars, si ma mémoire est bonne. ouais, Toi maintenant, le bracelet, il y a comme ça un effet boule de neige. Tu disais l'année dernière, ça s'est pas bien passé. C'est pas un mystère. On le verra d'ailleurs ouais. dans le documentaire. Cette année, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a un effet... est-ce qu'il est réel cet effet boule de neige? C'est-à-dire, ben, très vite, il y en a un qui perf. Donc, il y a une espèce de surmotivation dans l'équipe. Et puis, ça snowball petit à petit, comme ça. Ouais, il y a moyen, mais il y a aussi pas mal d'autres facteurs qui rentrent en jeu. L'année dernière, ils avaient quasiment pas fait de prépa, si je dis pas de bêtises, quoi. Et enfin, cette année, on s'est vraiment quand même pris plus tôt. La On a prépa, passé. c'est-à-dire, pour donner les chiffres un peu, ça veut dire, c'est quoi, comment vous êtes préparé? Bah là, on s'y est pris à peu près un mois et demi en avance. Ah On oui. a commencé notre prépa un mois et demi en avance. On savait tous. Justement, on a fait cette fameuse vidéo que tu vas avoir quand ils nous annoncent qu'on va être dans la team. Et on se dit, voilà, il y a les séries. Bah, là, on a fait les séries d'avril, en fait. Et après, à partir de mi-avril, voilà, on a fait la prépa. On a skip les séries du point .com.
pour se focus sur la prépa. Donc on arrive dans des bonnes conditions. Et aussi, moi, je n'ai pas le visu sur comment ça s'est passé l'année dernière, mais de ce que les autres apportent niveau cohésion de groupe, niveau vie en communauté, ça a rien à voir. Enfin, là, on est vraiment un groupe soudé. En fait, on est tous au Cambodge. Ça commence à faire un moment qu'on se connaît, quoi, à part Boris, que moi, c'était la première fois que je voyais Boris le Bordelais, mais bon, c'est Mais qui vraiment vous une coach crème. aussi, qui Ouais, travaille comme il nous coach. coach, ouais. On a des interactions une fois par Il y a, semaine avec lui il y a en beaucoup live. plus mauvais que le Bordelais pour se faire coacher quand même. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Ça doit Et être puis, top 5 FR, lui, à mon avis. il y a beaucoup plus mauvais aussi pour la cohésion de groupe. Hein. C'est vraiment une crème, ce Boris. Il est Il, sympa, il essaie, ouais. c'est pénible. Il est bon joueur, il est sympa, il nous emmerde. C'est pas possible. Je lui ferai pas de dans le carré à lui, il est beaucoup trop bien comme gars. Ouais, mais il y a ça, et il y a aussi, pour que je finisse, du coup, Sab, mais ça, l'année dernière, c'était déjà le cas, vu qu'il y avait déjà Sab et Tiff, je crois, qui faisaient le reportage. Mais il y a aussi, cette fois, on a Franck qui gère un peu mieux mais le le fait justement côté qu'il y ait logistique Sab, et mental. le fait qu'il y ait Sab et Ouais, Franck qui est entre guillemets deux éléments un peu extérieurs finalement, ça apporte ouais. aussi dans le groupe le côté plus Ah ouais, sympa, tout mais ça. la value est insane. Enfin, moi, je vois que c'est hyper positif et les autres voient la différence avec l'année dernière, par exemple, où il n'y avait pas Franck. C'est insane, quoi. Le côté logistique et le côté mental avec Franck, c'est magnifique. Même pour les dinner breaks, à chaque fois, il nous prépare des petits plats, il vient nous drop ça au casino. Du coup, on n'a pas à se péter le bide et à faire la queue pendant une demi-heure pour aller chercher un burger frites à la pause. Enfin, rien que ça fait une dish de ouf, quoi. Alors maintenant, comment on voit la suite? Comment on se remotive et on se met quoi comme prochains objectifs? Ouais, ça c'est la bonne question. Je vais en parler. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec Franck et on va continuer à en parler, fixer des objectifs. Je marche pas mal avec des objectifs qui sont hyper ambitieux, mais c'est marrant parce que il y a pas longtemps, il y a 2 mois peut-être, on parlait avec Franck. J'avais eu un entretien avec lui individuel et je lui disais ça que je marchais pas mal aux objectifs ambitieux et du coup on m'avait fixé des trucs hyper ambitieux pour dans très longtemps, quoi, genre 5 10 ans. Ouais, genre Et gagner un qui bracelet, maintenant, ouais, voilà, gagner un bracelet, faire 1 million avoir par 400 exemple 000 de euros gains au sur poker, Edenmob, ouais. voilà, ce genre de truc. Et du coup, après cette perf, tous ces objectifs long terme deviennent déjà bien moins ambitieux. Donc, il va falloir encore aller fixer des objectifs encore un petit peu plus ambitieux. Parce que tu dis que Donc, tu as fait du handball, donc ouais, comme moi j'ai fait de la natation longtemps aussi. Bon, le seul truc c'est que toi ça se voit que tu as été sportif, moi ça se voit que j'ai arrêté. Mais donc je suppose que tu as été comme moi, promo sport. Tu faisais du sport et en même temps tu étais étudiant. sport-études, Sport ouais, ouais. études, oui, promo sport, sport études, pardon. Est-ce que, parce que moi je sais que j'avais un peu ça, sur d'autres choses, moi plus ce côté entrepreneur. Ouais, ce côté joueur, est-ce Ok. qu'il y a le côté un peu, quitte à être dans la performance, maintenant quitte à avoir ouvert le palmarès, allons marquer l'histoire. Ouais, ouais, carrément. En fait, Franck me disait justement, notre coach mental, et il y a même, c'est ouf parce que je sais pas si tu sais la petite anecdote, mais Franck, en gros, il était entraîneur de hand avant et ça a été mon entraîneur il y a 10 12 ans, quoi, quand j'étais tout petit. Ah ouais, Et c'est ça, fou. c'est incroyable. Ouais, et il est encore toujours très proche d'un autre qui est très poussé dans le mental et qui a été mon coach pendant aussi peut-être 4 5 ans, quoi. D'accord. Et, euh, et hier, justement, il lui a dit ça va, GG pour la perf, pour la belle performance et bonne chance. Il a dit à ça à Franck, bonne chance maintenant pour la suite parce qu'en fait, c'est maintenant que c'est dur. Tu sais, il peut y avoir des pertes de motivation, on a un peu moins de trigger. Donc, c'est maintenant que ça peut être dur. Mais après, on en a parlé avec Franck là tout à l'heure, justement. Et il voit plus ça dans le sport, en fait. Par exemple, un artiste, enfin, pas un artiste, un sportif qui fait les Jeux Olympiques. Il se prépare pendant 2 ans et demi pour faire sa perf aux Jeux Olympiques. Et après, pendant 4 ans, il n'a plus rien, quoi. Donc, pour retrouver les triggers motivationnels, c'est déjà bien plus dur, quoi. Alors que moi, je suis dans le jus, là, il me reste encore 1 mois de performance. Tout ce que j'ai envie, c'est demain aller exploser le 1500 Monster Stack, quoi. Et pourquoi pas, genre, tu sais, écrire encore plus l'histoire. Enfin, je suis hyper motivé et demain, je pense que j'arrive à table hyper confiant et je suis confiant pour la suite. On va arriver à la fin de l'interview, mon ami. 2 questions pour finir. La première, c'est qu'il y a forcément la réaction de la famille. Ouais. Est-ce que il y a le fait d'avoir ce titre-là? Bon, tu sais que tu vas forcément faire plaisir à ta famille, mais Mm. est-ce que de leur côté, il y a un côté un peu, tu sais,
soulagement, un peu parce qu'on comprend pas toujours, tu sais, là, le poker, ah, bon, ça fait peur. Et là, mon Ouais. fils, il est champion du monde. Est-ce que t'as un peu senti ça? Le soulagement, j'ai envie de dire qu'ils l'ont eu il y a plus longtemps, quoi. Et en fait, c'est vrai que ça a été dur. Ça a été une étape qui a peut-être retardé le fait que je vienne au Cambodge, parce que le fait de, mine de rien, à 22... je suis même parti à 21 ans, je crois. Enfin, je leur ai annoncé à 21 ans que j'allais me mettre au poker et que je voulais partir au Cambodge. Donc, à 21 ans, le fait de dire je vais arrêter mes études, je vais pas finir, je vais pas avoir mon diplôme et je pars au Cambodge pour me mettre à fond au poker, ça peut être dur dans un premier temps, quoi, à encaisser. Mais bon, ils m'ont quand même relativement assez vite soutenu. Puis c'est mes premiers fans maintenant quand je Twitch sur la chaîne Notser Games. Et du coup, ce changement un petit peu de vision sur le poker, ils l'ont eu assez vite en fait quand j'ai fait mes premières perfs aussi sur Internet au Cambodge. Donc là, ils sont assez vite devenus en mode bah c'est super, tu fais ton projet, tu fais ce qui te plaît, donc c'est super quoi, fonce là-dedans. Et là, hier soir, bah, pour eux, c'était juste magnifique. Ça a fini à point d'heure FR, mais ils étaient là sur le live. Et Ça a fini ils à ont fait 8 nuit heures. blanche. Je le sais, j'y Voilà. étais. J'ai pas dormi non plus. Ben voilà, ils ont fait nuit blanche. Mais même les potes, hein, je reçois plein de messages de potes que ça fait hyper longtemps que j'ai pas contacté, peut-être 2 ans que j'ai pas contacté, qui m'ont dit mais attends, mais c'est incroyable mec ce que tu fais. Hier, j'ai passé toute la nuit devant le stream et j'arrive pas à bosser aujourd'hui tellement je trouve ça incroyable. Enfin, c'est ouf. Mon ami, dernière question. Ouais. Même si t'es tout jeune et que t'auras l'occasion de venir dans d'autres dans le carré, dans d'autres poker débats, t'as gagné ta place chez les grands. Tu l'as plus que mérité. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui et qui ont écouté cette interview jusqu'au bout, si t'as envie qu'on retienne une seule chose de toi, t'as envie que les gens retiennent quoi? Et bah, allez, je vais dire un truc qui me parle beaucoup. C'est trouver le plaisir dans tout ce qu'on fait, quoi. Moi, je sais que bah, hier, j'étais en table finale. Dès qu'il y avait un moment pour kiffer, bah, j'étais là, je kiffais, quoi. Je vivais l'instant présent et donc mettre le plaisir avant tout, c'est hyper important pour quand on fait quelque chose qui nous plaît, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui nous plaît pas. Mais moi, je le vois bien parce que justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans mes études, je savais pas pourquoi je faisais ces études et du coup, j'étais toujours en train de procrastiner pour pas dire que j'étais un gros branleur, quoi. Et mais là, quand je suis arrivé au Cambodge, je me suis dit, bah, c'est du poker que je vais faire, c'est de la compète, je vais rejoindre le Team Pro le plus vite possible, partir à Vegas, faire mes premiers tournois et ça n'a rien à voir l'intensité que j'ai mis dans le travail ici, quoi. Et du coup, faites-vous plaisir, quoi. Faites quelque chose qui vous plaise et mettez-vous des objectifs qui vous parlent vraiment. Ça sera ça. Eh bien, mon Luxe, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Justement. Grande maturité et pas timide. Hein. Je pensais que tu aurais été beaucoup plus timide que ça. Pas timide du tout. Hein. Vraiment. Ouais, ça m'a un petit peu. Le dernier podcast que j'avais fait avec Romain m'a un petit peu Ah dépluché bah de tu ça. Et m'étonnes, ça va un petit peu 8h30. mieux. 8h30 de podcast. Moi, quand j'ai fait le mien, il faisait jour à la fin. Tu m'étonnes. Ouais, mais surtout ce qui a précisé que c'était en plein pendant notre Ironman où on bossait 13 heures par jour, la fin de la première semaine juste avant le day off ou pendant le débrief semaine, il me dit bah on va faire l'interview, le podcast pour la chaîne Notser dans une demi-heure. Allez, on va préparer. Et bon courage surtout. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, mon Luxe. On te retrouve sur tous les réseaux sociaux. Les amis, si vous voulez rejoindre la team Notser, toutes les informations, c'est sur, évidemment, le site Notser ou sur leurs réseaux sociaux. Je sais qu'il leur reste quelques places. Alors, ben, vous aussi, allez rejoindre Luxe. Allez rejoindre Cortex. Allez rejoindre toute la bande de monsieur Romain Nussmann. Merci encore, mon Luxe. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao! Merci Loïc, ciao.